Le cours d'aujourd'hui concerne les troubles de l'équilibre pondéral qui comprend normalement l'amaigrissement et l'obésité. Donc, on va voir dans cette première partie l'amaigrissement et le prochain enregistrement concernera l'obésité. Pour vous rappeler un peu la composition du corps, qui comporte 4 secteurs, le tissu de soutien qui est le squelette, le liquide extracellulaire, la masse active représentée par les muscles et le tissu adipeux représenté par la matière grasse. Donc la régulation de la satiété et de la faim se fait au niveau donc, de l'hypothalamus qui contient le centre de la satiété et de la faim. Donc on peut perdre ou donc prendre du poids de deux manières, soit à travers la manière des liquides, et quand on est déshydraté, on perd beaucoup de liquide, on peut perdre du poids, et assez rapidement, on peut perdre plusieurs kilos en quelques heures, ou on peut au contraire gagner du poids quand on est dans l'hyperhydratation, et cette hyperhydratation va entraîner des œdèmes. La deuxième partie qui peut interférer avec le poids de la personne, c'est les variations de la masse active. Quand on perd la masse active musculaire, c'est l'amaigrissement. Au contraire, quand on prend de la masse grasse, et d'une manière assez importante, ça entraîne donc une obésité. Ce qui interfère avec la prise de poids ou la perte de poids, c'est essentiellement les comportements donc, alimentaires. Ces comportements alimentaires, physiologiques, c'est la faim, donc c'est un besoin biologique de nourriture qui est décrit comme une sensation de vide gastrique, qui ne connaît pas cette sensation de faim. Il y a aussi l'appétit, et l'appétit, c'est bien sûr le plaisir éprouvé à la consommation d'aliments. Donc l'appétit peut être augmenté ou elle peut être complètement donc, arrêté ou coupé si, par exemple, vous voyez des choses désagréables devant les aliments ou autre chose, etc. Donc au contraire, on peut augmenter l'appétit en arrangeant bien la table, en mettant des ingrédients assez importants, etc. Et puis la satiété, c'est cette sensation de plénitude et de dégoût aux aliments. Quand vous mangez, il arrive un moment où vous n'avez plus faim. Et c'est ce qu'on appelle la satiété. Et le problème, c'est que ces phénomènes physiologiques donc, sont différents d'un individu à un autre et vous allez comprendre pourquoi. Donc la satiété et la faim, ce sont des situations physiologiques normales. On mange quand on a faim et on s'arrête de manger quand on a une satiété, on a une plénitude gastrique ou la sensation de plénitude gastrique. Le grignotement, par contre, c'est un comportement pathologique, c'est-à-dire anormal. C'est manger en dehors des repas. Et parfois, c'est un moyen de lutte contre l'anxiété, contre l'angoisse, contre la solitude. Quelqu'un qui peut, par exemple, arrêter de fumer va commencer à grignoter, etc. Et quand on mange en dehors des repas, on prend facilement du poids. C'est ce que vous devez demander à l'interrogatoire. Et on a ce qu'on appelle les crises de boulimie, donc c'est une ingestion massive de quantités énormes de liquides et d'aliments, et qui sont suivies par donc un déclenchement volontaire des vomissements pour contrecarrer la culpabilité et essayer de purger l'organisme de tout ce que la personne a ingéré. On y reviendra un peu. Bon, quels sont les moyens diagnostiques pour donc poser le diagnostic soit de l'amaigrissement, soit de l'obésité? Ben, c'est très simple, comme vous le voyez, une balance ou un pèse-personne et bien sûr une toise. La toise sert à prendre la taille de la personne en mètres et le pèse-personne pour connaître le poids du patient en kilogrammes. Donc cet outil doit exister dans toute salle de consultation, quel que soit l'endroit où vous êtes. Maintenant, comment on pose le diagnostic une fois qu'on a pesé et mesuré la taille de la personne? On calcule ce qu'on appelle l'IMC, l'index de masse
corporel. En anglais, c'est Body Mass Index. On prend le poids en kilogrammes qu'on divise par la taille en mètres au carré. Par exemple, 60 kg que vous allez diviser par le carré de 1,60 m ou 1,50 m. Et là, vous avez des résultats. Retenez essentiellement ceux du milieu. On y reviendra sur les autres tout à l'heure. Un poids donc normal, c'est un poids, un BMI ou une IMC comprise entre 18,5 et 24,9. Quand c'est inférieur à 18,5, on parle d'amaigrissement. Quand c'est entre 25 et 29,9, c'est une surcharge pondérale. Et quand c'est supérieur à 30, on parle d'obésité. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est l'amaigrissement dans cette première partie. Donc l'amaigrissement, c'est la perte de poids corporelle involontaire. La perte de poids est souvent liée à une diminution de l'appétit, donc à des apports alimentaires. Et les maladies peuvent être soit organiques, soit psychiatriques. Et bien sûr, il est nécessaire de mener une enquête policière pour rechercher une cause organique. C'est d'abord rechercher une atteinte d'un organe, une maladie. Ensuite, si on a éliminé toutes les maladies organiques, c'est-à-dire qui ont support, qui ont un rapport avec une atteinte d'un organe, ça suppose une infection grave, ça suppose une tuberculose, ça suppose une maladie inflammatoire chronique, ça suppose un certain nombre de malabsorption, etc. Il y en a beaucoup où on passera aux maladies psychiatriques ou à toutes les atteintes d'ordre psychologique. Donc l'amaigrissement, c'est la diminution des réserves énergétiques adipeuses, de la masse active, donc ça concerne et le gras et le muscle, donc les deux, avec un bilan azoté négatif. Donc ça traduit un déséquilibre négatif de la balance énergétique qui résulte d'apports énergétiques insuffisants ou des dépenses énergétiques augmentées. En fait, donc, quand on voit donc ça, on comprend que pour perdre du poids ou pour prendre du poids, il faut toujours un déséquilibre de la balance énergétique. Vous avez des apports, c'est l'énergie que vous octroyez à travers essentiellement votre alimentation et les dépenses à travers votre activité physique, la marche, le sport, etc. Et donc, ça doit être un équilibre entre les deux. Dès qu'il y a un déséquilibre de l'un ou de l'autre, vous allez basculer vers l'amaigrissement ou l'obésité. Dans le cas de l'amaigrissement, donc en fait, soit que vous n'avez pas suffisamment d'apport, soit que vous avez une exagération du catabolisme, c'est-à-dire il y a un déploiement de votre énergie ou une consommation de calories très importante à travers une activité ou à travers donc un syndrome par exemple inflammatoire ou autre chose. Vous allez voir tout ça tout à l'heure. Donc les dépenses énergétiques peuvent être augmentées en cas d'hyperactivité physique ou d'hypercatabolisme. Par exemple, vous faites 10 km par jour, mais vous ne prenez pas suffisamment donc, d'aliments pour compenser cette activité. Vous voyez par exemple les marathoniens donc ont toujours un poids très diminué, donc limite avec l'amaigrissement, et parce qu'ils dépensent énormément de calories avec leur activité, mais ils ne consomment pas suffisamment. Les sumo, par exemple, ont très peu d'activité et au contraire, ils avalent beaucoup de calories, c'est les gens qui font de la lutte, etc. Et puis, il y a des maladies qui consomment beaucoup d'énergie à travers l'hypercatabolisme important. C'est le cas de l'hyperthyroïdie, les pathologies inflammatoires, les chroniques ou certains cancers. Donc, pour reprendre la définition, la perte de poids non contrôlée supérieure à 5% entraîne donc un amaigrissement involontaire. La perte de poids non contrôlée supérieure à 10% va évoluer vers la dénutrition. Et si elle est sévère, supérieure à 20%, et si elle est supérieure à 20%, elle va être considérée comme sévère. Et le pourcentage de perte de poids, c'est le poids habituel moins le poids actuel, divisé par le poids habituel multiplié par 100. Donc en fait,
quand on a un patient, je vous l'ai déjà dit dans le cours précédent sur l'examen clinique, il faut toujours essayer de connaître son poids habituel ou le maximum de poids qu'il a eu, et vous allez le comparer au poids actuel, et avec cette formule, vous pouvez très bien connaître le poids de la personne. Avant de vous aventurer dans quoi que ce soit, avant d'aller chercher la cause d'un amaigrissement et le considérer comme un état de pathologique ou maladie, il faut d'abord le différencier, c'est le diagnostic différentiel avec l'état de maigreur. Donc, il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils sont maigres, mais en fait, on appelle ça un état de maigreur. C'est quelque chose qui est stable et persistant. Bon, vous connaissez des personnes depuis 10 ans, depuis 20 ans, 25 ans, ils ont toujours cet aspect de maigreur, mais ne posent pas de problème particulier, pathologique. On appelle ça un état constitutionnel, donc il ne faut pas aller vers des bilans ou dramatiser la situation, etc. Donc c'est juste un état constitutionnel. Le vrai amaigrissement, c'est quand vous avez une IMC inférieure à 18,5 kg par mètre carré, et cet amaigrissement n'est pas, il est spécifique à beaucoup de maladies, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire l'amaigrissement est égal à une maladie. Entre l'amaigrissement peut donc être la conséquence de plusieurs maladies. Donc au début, au motif de consultation qui est l'amaigrissement, vous ne pouvez pas poser de diagnostic. Et je vous ai bien expliqué hier que l'amaigrissement est un symptôme et le motif de consultation ne peut en aucun cas être un diagnostic. Donc supposez que vous avez le motif de consultation en amaigrissement, vous allez chercher les causes de l'amaigrissement et vous allez trouver plusieurs, et en fonction des signes d'accompagnement de l'examen clinique, des examens paracliniques, vous aboutirez donc au diagnostic donc, de certitude que vous allez attacher à cet amaigrissement. Et quand l'amaigrissement atteint un certain taux, c'est-à-dire quand il est vraiment grave, on appelle ça un état de cachexie. C'est l'extrême amaigrissement. Et voilà, quand vous avez une cachexie, vous avez ces aspects-là. Donc, au niveau, donc, les côtes sont apparentes, il n'y a plus de masse musculaire ni de masse grasse, et c'est un état catastrophique qui va sans aucun doute vers des conséquences très graves. Avant de voir les étiologies, avant de voir l'examen clinique, on va essayer de reprendre un peu quels sont les mécanismes de l'amaigrissement. C'est-à-dire, si vous comprenez les mécanismes d'amaigrissement, vous allez donc imaginer les causes de l'amaigrissement. Donc le premier, comme je venais de vous le dire, c'est la diminution de l'apport alimentaire. Donc si vous ne mangez pas, évidemment, vous allez maigrir. Et c'est dû essentiellement à l'anorexie, donc médiée par des neuromédiateurs, et ces causes peuvent être donc psychologiques ou environnementales. Qu'est-ce que ça veut dire, psychologique? Ça veut dire que ça peut être un problème psychologique lié chez les adolescents à ce qu'on appelle l'anorexie mentale, l'image de soi qui est vue différemment, on veut ressembler à quelque chose, etc. Mais ça reste un problème psychologique qui nécessite une prise en charge particulière. Il peut être environnemental. Par exemple, vous rentrez dans un restaurant, vous voyez qu'il y a des cafards qui tournent, ben, vous n'avez plus faim, vous n'avez plus d'appétit. Mais si ce comportement va continuer, par exemple, vous êtes dans un endroit où vous devez manger constamment et que les lieux ne s'y prêtent pas, ça peut occasionner, donc, à cause de cet environnement, où vous voyagez peut-être dans un endroit où les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes que les vôtres, ben, vous pouvez développer une anorexie, mais ça reste périodique. Les nausées et les vomissements, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mangez, vous vomissez, donc vous éliminez tout ce que vous avez mangé, et rien ne va passer comme nutriments, les nausées pareil. Et parfois, les nausées et les vomissements eux-mêmes vont générer une anorexie, puisque de peur d'avoir ces vomissements et ces nausées, les patients évitent de manger.
La difficulté d'ingestion, c'est-à-dire soit la perturbation de la mastication qu'on peut retrouver chez les vieux qui ont une dentition un peu donc altérée, ils mangent moins, ou les douleurs qui peuvent survenir à la mastication, ou une dysphagie, c'est-à-dire un obstacle de passage des aliments au niveau de l'œsophage. Et bien sûr, la malabsorption ou la diarrhée. Donc, si vous avez une diarrhée liée à une malabsorption ou une entéropathie ou autre chose, donc ça peut entraîner une diminution des apports alimentaires. Quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, malgré que vous prenez suffisamment d'aliments, ben, la malabsorption ne permettra pas le passage des protéines, etc. Vous aurez automatiquement un amaigrissement. Deuxième mécanisme, c'est quand vous avez un hypercatabolisme, et l'hypercatabolisme est souvent lié à un rôle des cytokines pro-inflammatoires, qui sont le TNF-alpha, tumor necrosis factor alpha, interleukine 1, interleukine 6, qui induisent une protéolyse importante, donc une lise des protéines, une lise des acides gras et un état d'hyperglycémie au service du mécanisme inflammatoire. Donc quelqu'un qui est malade, qui souffre par exemple d'une maladie inflammatoire chronique ou d'un cancer ou d'une maladie infectieuse grave, il va donc sécréter beaucoup de cytokines inflammatoires qui vont entraîner un hypercatabolisme important. On arrive maintenant à la démarche diagnostique et bien sûr on va commencer par ce qu'on appelle l'interrogatoire. L'interrogatoire est lent et complet. Il n'est pas aussi lent que celui de l'obésité, mais il est quand même lent parce que vous allez devoir rechercher le mode de vie du patient, son contexte social et professionnel. Est-ce qu'il a appétit ou non? Est-ce qu'il conserve son appétit ou non? Est-ce qu'il a une évaluation? Vous allez évaluer son activité physique. C'est un sédentaire qui ne bouge pas ou c'est quelqu'un qui a une activité intense, modérée ou importante. Le comportement alimentaire, donc il faut une enquête alimentaire afin d'évaluer les apports alimentaires. Est-ce qu'il mange, il ne mange pas? Et je vous ai parlé de l'anorexie mentale. Souvent, elle est niée, c'est-à-dire qu'il y a un déni et les patients vous disent qu'ils mangent, mais parfois on est amené à demander à la famille qui, dans un premier temps, va dire oui, elle mange normalement, mais après un certain temps, ils vont reconnaître que leur enfant mange très peu. Bon, on peut être amené à mettre dans certaines situations des caméras pour contrôler, etc. Le problème de déglutition, la prise de médicaments toxiques, soit pris involontairement pour une autre raison, pour une maladie, ou pris sciemment par les patients pour maigrir. Il y a des personnes qui veulent maigrir et qui peuvent utiliser un certain nombre de médicaments. Et puis, le problème, c'est que c'est dangereux. Les signes fonctionnels et physiques, il faut rechercher donc les signes neurologiques qui accompagnent l'amaigrissement cardiovasculaire, respiratoire, endocrinien ou psychique. Donc, déjà, à ce stade-là, quand vous faites un bon interrogatoire assez complet, en essayant de voir tout ce qui peut amener le patient à maigrir, soit au niveau des apports alimentaires, soit au niveau d'un régime, soit au niveau de l'appétit, soit au niveau de son activité physique, soit un problème psychique, etc., vous allez approcher le problème de plus en plus. Donc, chez les jeunes, par contre, le problème qui devient de plus en plus important, ben, il est très développé dans certains pays, donc beaucoup de pays développés, mais il commence à peine chez nous, c'est l'anorexie mentale. Ben, ce n'est pas aussi fréquent et les troubles de l'anorexie mentale peuvent être générés par un problème psychologique lié aux parents, lié à l'entourage, etc. Et puis, des troubles sont restrictifs du comportement alimentaire, donc les patients ne mangent plus, mangent très peu, donc il y a une hyperactivité physique, ça s'accompagne d'une aménorrhée et d'un trouble de l'image corporelle, nous allons voir les images tout de suite, ou d'autres comportements alimentaires qui accompagnent ce problème. Donc en fait, vous allez d'abord chiffrer la perte de poids par le poids antérieur. Vous allez demander
souvenez-vous de la douleur avec ses détails, caractéristiques et biologiques. Pour l'amaigrissement, pareil. Donc, on demande si cet amaigrissement est rapide, progressif, et bien sûr, il est massif ou non. Et donc, est-ce que ça s'est passé en quelques semaines ou quelques mois? Le caractère récent ou non, si c'est depuis plusieurs années que la personne a commencé à perdre du poids, ben, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est récent, il faudrait s'inquiéter. S'il y a absence d'objectivité, c'est-à-dire la personne ne connaît pas son poids, ne sait pas, elle est évasive dans les réponses, vous n'avez pas d'éléments objectifs comme je vous l'ai expliqué la première fois, on peut se fier également au changement de la taille des vêtements. Donc, c'est un bon élément d'orientation. Si l'amaigrissement est rapide et massif, ça a une grande valeur sémiologique et on ne peut pas se tromper. Il s'agit souvent de maladies soit graves, infectieuses, cancéreuses, autres. Ça peut être tout simplement une maladie endocrinienne et qui peut être à l'origine d'un amaigrissement massif et grave. Il y en a deux qui peuvent donner ça, essentiellement le diabète sucré et l'hyperthyroïdie. Et puis, il faut rechercher également est-ce qu'il n'y a pas des signes d'accompagnement, une maladie chronique qui accompagne l'amaigrissement. C'est important de le savoir. Vous allez, donc les signes fonctionnels, vous allez rechercher l'amaigrissement et sa relation avec l'appétit. Deux situations, si le patient a une perte de l'appétit ou l'envie de manger, on appelle ça une anorexie, vous le savez déjà. Elle peut être volontaire, donc global ou sélectif. Donc global, c'est-à-dire il ne mange rien, quel que soit l'aliment, il est rejeté. Sélectif, c'est peut-être un dégoût de certains aliments. Par exemple, il y en a qui font par exemple un régime végétarien et donc du coup ils n'ingèrent plus d'aliments à base de viande, de poisson, etc. Il y a l'anorexie sélective qui peut survenir également au moment de la grossesse et certaines femmes dégoûtent par exemple un aliment spécial. Donc on appelle ça une anorexie sélective. Elle peut être niée dans le cas de l'anorexie mentale. Donc les personnes atteintes de cette anorexie mentale nient en bloc qui sont anorexiques ou disent non, je mange, normalement il n'y a pas de problème. Elle peut être associée à des symptômes digestifs, vomissements, nausées, diarrhée. Ça a son importance également. Et puis, le cas contraire, c'est quand les patients ont un amaigrissement, mais au contraire, ils ont un appétit conservé ou peut-être exagéré. Et là, il faut toujours s'orienter vers deux maladies endocriniennes, comme je viens de vous le dire, le diabète et l'hyperthyroïdie. La démarche diagnostique donc, va continuer à rechercher essentiellement des éléments cliniques et théologiques et deux objectifs essentiels. Le premier, c'est évaluer les conséquences de l'amaigrissement. Et vous savez, quand vous avez un amaigrissement, quand vous n'avez pas de nutriments, vous n'avez pas d'absorption de vitamines, de protéines, de graisses, etc., ça va retentir sur pratiquement un peu tout. Le premier signe qui ne tend pas, c'est la fatigue. Donc, importante. Les gens sont souvent fatigués, donc ils n'ont pas une activité physique intense, ils se fatiguent assez facilement, ils ont le teint pâle parce qu'il y a de l'anémie, ils sont constipés, ils peuvent avoir des palpitations et ça peut finir par des dépressions importantes. Donc ça c'est globalement, en gros les patients peuvent avoir tout ça. Mais quand on regarde de plus près, quand on commence à examiner, il y a plein de troubles, un perlèche labial, des candidoses, la peau qui devient sèche, des ulcérations buccales, des ongles qui deviennent cassants, ça peut être même des onycholises. On peut perdre la masse musculaire, regardez la sarcopénie, c'est surtout les vieux, mais on peut avoir une fente de la masse musculaire importante, un défaut de vitamine C, on peut avoir des œdèmes importants liés à l'hypoprotéinémie, et les cas extrêmes, c'est le kwashiorkor avec même l'acide à cause de l'hypoprotéinémie. Et bien sûr, des problèmes osseux peuvent survenir, tels que le arthritisme, l'ostéomalacie, surtout l'ostéomalacie. Les os deviennent déformables et bien sûr se fracturent facilement. Donc en fait,
l'examen clinique dans ce cas précis de l'amaigrissement, la première des choses à rechercher, c'est le retentissement de cet amaigrissement. Est-ce qu'il y a des signes qui accompagnent cet amaigrissement ou non? En examinant bien, vous allez sans aucun doute trouver beaucoup des cheveux sont cassants, etc. Le deuxième signe important qui va vous orienter dans l'examen clinique, c'est la recherche de signes de pathologie organique, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas avec l'amaigrissement une masse, une infection, de la température, des signes d'hyperthyroïdie, une hyperglycémie, enfin des choses qui peuvent accompagner un état psychique un peu particulier, etc. Donc des adénopathies, etc. Donc après l'IMC, c'est la comparaison avec les photos antérieures, l'examen clinique complet, recherche à la fièvre, des sueurs nocturnes en faveur d'une infection, d'une hémopathie, d'un cancer solide, l'hyperthyroïdie en faveur de la tachycardie en faveur de l'hyperthyroïdie, la déglutition en faveur de maladies neurologiques, de cancer ORL, les adénopathies qui peuvent être dans la conséquence de maladies infectieuses, cancéreuses, ou même inflammatoires, des signes d'insuffisance cardiaque ou respiratoire chronique, ou des pathospiromégalies. Et puis on fait des touchés rectales et vaginales, la recherche de tumeurs essentiellement. Et bien sûr, la cavité buccale, c'est essentiel. Il faut d'abord, quelqu'un qui n'a pas de dents ne peut pas mastiquer, donc aura déjà des problèmes liés juste à son alimentation. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'éléments qui peuvent nous rapprocher du diagnostic et surtout du diagnostic étiologique qui est responsable de l'amaigrissement. Sur le plan biologique, il n'y a pas grand-chose. Donc, on va retrouver une hypoalbuminémie ou une hypoprotidémie inférieure à 35. Donc, on aura également la PCR donc qui va être élevé et traduit l'hypercatabolisme ou une carence d'apport. Sur le plan biologique, on fera un bilan, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, un bilan systématique. La numération formule sanguine, la CRP, la VS, l'ionogramme sanguin, la calcémie, la kéatidine, la glycémie, les transaminases hépatiques, la TSH, la radiographie du thorax et une échographie abdominale. C'est un bilan de première intention qui peut déjà dégager pas mal d'étiologie. C'est une personne qui a un amaigrissement. Les causes, ensuite, sont recherchées systématiquement. Là où ça peut être une ou plusieurs causes. Par exemple, je vous donne un exemple assez concret. L'amaigrissement peut être secondaire à une anorexie en rapport avec une dépression réactionnelle à une maladie chronique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous annoncez, par exemple, à quelqu'un une maladie chronique, qui peut être grave ou non, qui peut être traitable, qui peut s'équilibrer avec le temps, etc. Donc, à partir de l'annonce de la maladie, il va avoir peur, il va déprimer, il va faire une dépression. Et à la dépression, il va déclencher une anorexie qui va être responsable de l'amaigrissement. Donc, en fait, ici, l'amaigrissement ne peut pas être considéré comme un diagnostic, c'est un symptôme qui a été, dont la conséquence directe a été l'anorexie et la conséquence indirecte a été l'annonce de la maladie chronique. Donc, l'annonce est importante. Et vous allez voir ça normalement dans le module de psychologie. Il faudrait savoir annoncer la maladie à quelqu'un, lui expliquer au temps opportun et faire l'éducation thérapeutique appropriée. Sinon, le patient va mal comprendre ou mal prendre les choses et peut-être déprimer inutilement alors qu'il y a plein de solutions qu'on peut régler. Donc, dans les causes de l'amaigrissement, on commencera par les causes avec appétit conservé. Donc, quand il y a une augmentation des dépenses énergétiques, on va citer l'hyperthyroïdie, l'hyperréactivité anxieuse ou maniaque, c'est d'ordre psychiatrique, ou la prise d'extraits thyroïdiens. Je vous ai dit qu'il y a certains, peut-être des femmes, qui veulent maigrir ou perdre du poids, et ils prennent des extraits thyroïdiens. Le problème, c'est qu'ils vont développer une hyperthyroïdie, ça peut être donc grave, très grave. Les pertes digestives, donc c'est toutes les entéropathies exsudatives, les stéatorées, les parasitoses digestifs, les fistules digestives. Tout ça peut être à l'origine
donc, d'un amaigrissement. Et les pertes urinaires, c'est essentiellement le diabète sucré. Et bien sûr, à partir du moment où vous avez donc un manque en insuline, vous avez un amaigrissement parce que l'insuline est une hormone anabolisante. Donc, si on n'en a pas beaucoup, surtout où il n'y en a pas du tout, dans le cas du diabète de type 1, le diabète va se manifester par un amaigrissement et rapide, surtout en quelques 2-3 mois ou quelques semaines. Les amaigrissements avec anorexie, avec perte de l'appétit, c'est l'ulcère, les cancers digestifs, tous les cancers digestifs, le foie, le pancréas, les leucémies, les hémopathies, donc toutes les infections, à savoir toute suppuration profonde, les abcès, le sida, la tuberculose, l'insuffisance rénale chronique, les maladies cardiovasculaires au stade terminal, l'insuffisance rénalienne, l'hypercalcémie, l'intoxication éthylique, la dépression mentale et puis la grève de la faim. Vous en connaissez un bout, vous avez des gens qui arrêtent de manger pour une situation d'emprisonnement politique. Ça se voit souvent dans les pays donc, où il y a des emprisonnements. Et pour faire valoir leurs droits, les prisonniers font une grève de la faim pour que donc on les écoute et évidemment on essaye de les faire sortir. On appelle ça la grève de la faim. Bien. On revient juste, avant de terminer, à cette anorexie mentale qui me semble donc importante. Et l'anorexie mentale concerne essentiellement les adolescents ou les adultes jeunes. Et voyez-vous, quand vous avez une anorexie mentale, vous allez aboutir à cette situation de pratiquement cachexie. Il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de masse active, il n'y a plus de masse graisseuse. Et c'est pratiquement donc un BMI évidemment au-dessous de 13 kg par mètre carré. Et dans cette situation-là, donc la perte de poids, donc elle est souvent rapide et banalisée par la patiente. Elle est associée à un sentiment de réassurance initiale, une impression d'absence de fatigue, d'euphorie et de toute puissance. Donc, parce que souvent dans leurs problèmes psychologiques, les gens veulent ressembler à des stars, des mannequins, etc., ou leur image. Elle est un peu donc, déformée. Donc voilà, elle aboutit à l'effacement des aspects sexuels du corps et ainsi qu'à des troubles trophiques importants, responsabilité d'une hypotension, d'une bradycardie, d'une hypothermie. Donc les restrictions donc, surviennent progressivement en quantité importante de calories, qualitatifs. Les aliments gras et sucrés surtout sont éliminés. Restrictions sélectives avec des évitements initialement sur les aliments caloriques, donc ils ne peuvent plus d'aliments qui font prendre du poids. Puis ça atteint les viandes, ensuite les féculents, et bien sûr ça se termine par une anorexie totale. Les vomissements sont provoqués, c'est parmi les stratégies de contrôle du poids, c'est les vomissements. Donc comment ils font? Ils peuvent ingérer de grandes quantités d'aliments, ensuite se faire vomir pour se purger et ne rien laisser passer. C'est la solution la plus utilisée. Ils peuvent prendre des laxatifs fréquemment pour aboutir à des troubles fonctionnels digestifs, d'hypocalémie grave. Ils peuvent prendre des diurétiques, des coupes-fins, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés des amphétamines. Ils peuvent devenir potomanes, donc ils consomment beaucoup de liquide, des litres et des litres de liquide. Et puis, il y a une hyperactivité physique, exposition accrue au froid. Comment se passe cette anorexie mentale? C'est souvent, ça commence par des crises de boulimie, donc les gens ont faim. Une fois qu'ils ont faim, ils ont ce déclenchement de cette boulimie. La boulimie, c'est quoi? C'est ingérer tout ça. Donc, quelqu'un qui a une boulimie peut ingérer des kilos d'aliments, donc vider le réfrigérateur et des litres de liquide en un temps record. Ensuite, ils se sentent un peu culpabilisés, ils vont se dire je veux prendre du poids, je sais ceci, cela, et ils vont se faire vomir. Mais le problème des vomissements, c'est que ça va aboutir à une dénutrition totale. Deuxièmement, il y a un risque d'hypocalémie très grave qui peut entraîner des troubles du rythme cardiaque. Et il y a aussi le risque lié au vomissement qui peut entraîner une rupture de la partie inférieure de l'œsophage, qui va entraîner un syndrome de Mendelssohn et être à l'origine
de situations très graves. Donc il faut reconnaître ce type de boulimie chez les adolescents ou les enfants qui peuvent développer ce trouble, et bien sûr il est strictement lié à l'anorexie mentale. Ça contraste avec l'alimentation que prennent, mais comme ils se font vomir, donc il n'y a rien qui passe. Et regardez, la peur intense de prendre du poids et de devenir gros malgré une naissance pondérale, donc ça c'est la vraie image de la personne, mais quand elle se voit grosse. C'est une image déformée. La perception du poids et de la forme, on appelle ça une dysmorphophobie, avec faible estime du soi, influencée excessivement par le poids ou la forme corporelle, ou manque de reconnaissance persistant de la gravité de la maigreur actuelle. Donc en fait, la personne est comme ça, mais il veut ressembler à des images qui ne sont pas, et ça aboutit vers cet état de cachexie extrême. La première qui a dénoncé la cachexie et l'anorexie mentale, c'est Oliviero Toscani, qui est décédé d'ailleurs il y a quelques années. C'est un mannequin italien, parce qu'en fait, les mannequins, on les oblige à perdre du poids et à avoir une taille de 35. Donc, comment ils font? Ils leur donnent l'astuce. L'astuce passe de bouche à oreille d'un mannequin à un autre. Et puis, on leur dit, voilà, si vous voulez maigrir, voilà, il faut prendre soit des médicaments que je viens de citer, soit se faire vomir, voilà, ceci, cela. Ils aboutissent à cet état de cachexie, connu par toutes. Donc, il y a eu des règles qui régulent maintenant le mannequinat, etc. Mais ça continue, puisque tous celles ou ceux qui ont une taille qui dépasse un certain chiffre, 36, ne sont pas admis dans le mannequinat. Et je vous remercie pour votre attention.